Bonjour tout le monde. Je suis Elisabeth Lafrance, je suis directrice de projet chez Symetris. Et moi, je suis Pierre Fanzou, je suis gestionnaire de projet à Evolving Web. Donc, ce matin, vous êtes probablement ici parce que vous avez fait déjà plusieurs migrations D7 à D9 ou D10 ou que vous êtes en train d'en faire une ou vous apprêtez à en faire une. T'es allé trop vite. Je vais reprendre mes notes. Excuse. Ici, merci. On aimerait ça savoir, parmi vous, combien ont déjà livré un site en D10, puis pour lequel vous étiez quand même super fiers de votre travail accompli, vous étiez certain d'avoir rempli tous les critères, tout le mandat, puis qu'il y avait une certaine réticence à l'utilisation de D10. Est-ce que vous en avez? Donc, on a des cas de figure ici. Dans le fond, la nature de la migration D7 à D10 est assez complexe, puis ça rend ça comme un projet vraiment d'envergure. Pierre et moi, on a eu à faire face à des cas de figure comme on vient d'énoncer. En fait, puis les grands projets comme la migration de D7 à D10, ça signifie des grands changements dans la vie de vos clients puis des organisations pour lesquelles vous travaillez. Nous, ça nous a amené à se poser des questions parce qu'au final, votre code, il peut être excellent. Vous pouvez avoir rempli le mandat de A à Z. Si le client n'adhère pas au final, qu'il a de la difficulté à travailler dans des 10 pour plein de raisons, bien, à quelque part, notre travail finit à servir à rien, en fait. Puis, bien, ça, c'est évitable. Donc, pour la présentation ici, on vous propose de vous sensibiliser à la réalité que vos clients vivent dans la période de migration, puis de vous donner des outils concrets pour appliquer au jour le jour, puis participer activement à la gestion du changement. Donc, moi, j'ai un background en architecture d'héritage. Donc, pour moi, vraiment, une migration de D7 vers D10, c'est un peu comme la réhabilitation d'un bâtiment patrimoine. Donc, on a un vieux building qu'on souhaite réutiliser. On a beaucoup créé de processus autour de ce building-là. Et peut-être qu'on l'aime, on veut le garder, ou au moins on veut en garder une partie. Donc, comme en architecture, on fait des ouvertures exploratoires. Donc, le but vraiment, c'est de voir ce qu'il y a en dessous de l'enveloppe, de voir comment les différents systèmes interagissent entre eux. On commence par poser des questions simples, mais le but vraiment, c'est d'y aller en profondeur. Donc, comment fonctionne le site? Comment fait-on X changements sur le site? Et quels sont les processus de travail quotidien qu'on va impacter? Le but vraiment, c'est d'avoir ou d'identifier ce qu'on garde. Donc, par exemple, l'architecture de l'information ou même le plan de site. Donc, ce qui ne va pas changer. Et ensuite, trouver ce qu'on jette et ce qu'on reconstruit, donc ce qui va changer. Le but vraiment, c'est de savoir tous les changements qu'il va falloir gérer auprès des clients. Le but final, vraiment, c'est d'avoir une vue d'ensemble, de savoir comment tous les composants interagissent entre eux pour bien comprendre l'envergure des impacts de ces changements. Et c'est pas mal ça. Je vais vous parler de un ou deux fondamentaux de la gestion du changement qui va peut-être vous aider à mieux comprendre notre propos. Tu peux changer? Ouais. Donc, ce qui motive un projet à la base, c'est le désir ou le besoin de changer. Donc, dans le fond, la gestion du changement, c'est tout ce qui se passe entre la situation actuelle que vous vivez puis une situation désirée en bout de ligne. En d'autres termes, tu peux cliquer, c'est votre projet. Donc, en fait, le désir de changement, ça devient votre projet. Puis un projet, en fait, vous le savez tous, c'est un effort temporaire dans le temps. Ça a un début, ça a une fin, puis on met de l'effort entre les deux. Puis la gestion du changement, dans le fond, elle vient couvrir tout ça. Je peux passer à d'autres. Donc, comment on fait ça? On travaille avec un plan de changement. C'est quand même assez simple. Hein? La gestion du changement, là, ça commence avant votre projet. Donc, il faut créer votre plan de changement avant. Puis ça se termine après votre projet. Donc, c'est pas parce que le projet est lancé puis que le site est en ligne en D10
que tout le monde continue d'y travailler sans heure. Donc, pour pouvoir travailler le plan de changement, on doit identifier notre situation de départ. Donc, vous devez vraiment savoir, ben là, on est en D7. Fait que pourquoi on veut changer? Parce que vous n'avez pas le choix. En d'autres termes, vous voulez continuer à bâtir en D10 sur des bases solides, puis continuer d'évoluer. Ça, c'est votre situation future. Donc, dans le fond, dans le déroulement de votre projet, vous allez vous appuyer sur votre plan de changement. Gardez-le vivant, il va changer au fur et à mesure. La situation actuelle puis la situation souhaitée ne va pas changer, mais tout ce qui est à l'intérieur de votre plan de changement, il faut que ça reste vivant. Après la mise en ligne, comme je le disais, c'est important de continuer à monitorer avec votre plan de changement puis vous assurer que tout le monde adhère à la nouvelle plateforme. Je vais vous donner un exemple d'un impact d'un changement qui va concrètement affecter vos clients. Par exemple, souvent de D7 à D10, on passe de Panels à Layout Builder. Donc, l'interface change, le moyen d'y accéder va changer aussi. Le processus de travail de la personne qui va faire l'entrée de contenu va nécessairement changer. On peut leur communiquer les bienfaits immédiats. Par exemple, c'est une interface plus conviviale, tu as plus de fonctionnalités, tu as une expérience d'utilisateur plus intuitive, mais il est aussi important de communiquer au chef d'équipe ou la personne qui est son gestionnaire que ces changements sont faits dans un contexte. Donc, avec tous les différentes options de page builder, de CMS, dans le fond, on s'attend à un niveau de base de fonctionnalité. Donc, on voit Paragraphs, Divi, Elementor, Brick, Beaver Builder, Gutenberg dans WordPress. Tous ces changements-là se font dans l'industrie pour s'adapter aux meilleures pratiques, mais aussi pour répondre aux besoins qui évoluent. Donc, pour le gestionnaire ou le chef d'équipe, ça facilite le transfert de connaissances, ça facilite aussi l'embauche de main-d'œuvre et aussi assure la pérennité du site. Donc, il y a vraiment un contexte qui entoure ces changements-là. Pierre vous a parlé d'un point de vue un petit peu plus technique. Là, on a parlé de Layout Builder. Ici, vous voyez un schéma. C'est le schéma de Bareil. C'est un schéma qui illustre les phases par lesquelles les gens qui vivent un changement vont passer. Un peu comme les étapes d'un deuil. Puis, à quelque part, le changement, c'est un petit peu ça aussi. C'est un deuil de quelque chose. Dans le fond, plus on touche à des aspects qui sont enracinés dans le quotidien des gens, donc on parle de processus, par exemple, ou d'entrée de contenu quotidienne, plus le changement il est dur à passer pour ces personnes-là habituellement. Ici, je vous le montre, pas pour que vous soyez toujours en train de vous dire « ma partie prenante se trouve à l'étape 4 en ce moment, je vais adapter mon discours en fonction d'eux ». C'est pas le but de vous montrer ça. C'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a quand même beaucoup d'émotivité habituellement quand on vit un changement. Puis vous ne le pensez peut-être pas quand vous vous mettez à travailler en tant que développeur ou autre. Vous ne pensez peut-être pas que vos parties prenantes vont passer à travers autant d'émotions. Donc, c'est important de se rappeler que, comme je disais, dans le fond, leur quotidien va être touché, puis il faut vraiment les accompagner là-dedans au jour le jour. Il y a des risques à ne pas faire de gestion de changement. Notamment, dans le fond, en introduction, je vous demandais, est-ce que vous avez déjà livré des sites pour lesquels vos clients adhèrent plus difficilement? Il y a statistiquement 5 à 10 % des gens, lors d'une migration ou d'une transition, qui refusent carrément de changer. On additionne à ça 30 à 40 % de gens qui vont peut-être pas refuser de changer, mais qui vont offrir une résistance au changement. Ni plus ni moins, là, ça fait jusqu'à 50 % de vos parties prenantes qui pourraient ne pas embarquer dans la migration de D7 à D10. Ça pèse lourd dans vos chances de réussite quand même. Puis dans le fond, si le changement il est mal géré, vous allez commencer à sentir une pression qui va monter au fur et à mesure que vous livrez. Vous allez recevoir des feedbacks du genre
Ouais, mais dans D7, là, ça marchait de même. On peut-tu faire ça dans D10 pareil, genre? Tu sais, vous allez commencer à recevoir des feedbacks comme ça, puis de plus en plus de feedbacks qui vous empêchent d'avancer dans le travail que vous avez à faire pour tout simplement migrer vers D10. Puis dans le fond, avec ce genre de feedback-là, bien, il va y avoir une certaine nervosité, une certaine pression. Il va y avoir des départements chez vos clients qui vous disent on ne travaillait pas de même avant. Donc, il va y avoir de plus en plus d'insatisfaction, des retards d'échéancier, des budgets qui explosent. C'est toutes des choses que je pense que vous avez déjà vécues. Puis, on va en venir à un manque de priorisation. Tout devient urgent. On ne sait plus vous donner de la tête. Et en bout de ligne, ben, la situation souhaitée, celle sur laquelle on voulait évoluer à partir de D10, ben, on la perd de vue. On est juste en train de toujours regarder en arrière dans D7. On vous a partagé un petit peu de théorie, puis tout ça. Puis vous dites, oui, mais moi, je fais quoi dans mon quotidien avec tout ça? En tant que développeur, gestionnaire de projet, ou QA, ou UX, UI, on vous donne quelques clés pour la réussite du changement. La première, c'est communiquer. Moi, j'avais un prof à l'université qui me disait que les 3 clés, c'était pas ça, c'était communiquer, communiquer, puis communiquer. Fait que, ça se résume pas mal à ça. Il faut y mettre un effort d'équipe, puis avoir de l'empathie. Ça, c'est les 3 clés pour réussir votre changement. Au quotidien, dans le fond, je vais donner l'exemple des développeurs. Une chose qui peut être vraiment simple pour vous, vous avez les mains dans le code, vous êtes en première ligne, vous êtes les premiers à dire « Hey, ça dans des 7 puis dans des 10, c'est pas pareil. » Même si c'est une toute petite différence, croyez-moi, des petits changements peuvent faire des montagnes de retours et d'incompréhension. Donc, documentez en conséquence quand vous livrez, vous finalisez une fonctionnalité, donnez de l'information, documentez qu'est-ce qui change entre D7 et D10. Aussi, situez votre client dans le temps. Un changement, c'est inconfortable pour tout le monde. N'oubliez pas que votre client il est en train de maintenir D7 pendant qu'il doit apprendre à travailler dans D10. Juste ça, c'est un effort de plus dans son quotidien. T'sais, si vous le situez dans le temps puis vous dites c'est là que ça arrête de faire mal ou c'est ça qui s'en vient, c'est beaucoup plus facile de passer à travers le changement pour votre client. Donc, un exemple de communication au quotidien, on a souvent un chargé de projet auquel on communique des recommandations, on a des questions à poser, on lui dit aussi qu'il y a certaines contraintes techniques au projet. Cette personne-là va filtrer la communication avant de le dire au client. Mais chez le client, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va recueillir les besoins, les objectifs de son entreprise. Elle va naviguer les craintes, les maux de tête de son équipe, mais elle va aussi guider son équipe pour le processus d'approbation. Puis elle aussi, elle va filtrer ces informations-là. Donc souvent, on oublie qu'une réponse immédiate non favorable cache souvent une pensée raisonnable. Donc, pour vraiment trouver le cœur du raisonnement, il faut, comme Elisabeth l'a dit, communiquer avec empathie et vraiment être à l'écoute de nos clients, parce que souvent, il y a quelque chose qui se cache en dessous. À chaque itération, peut-être que, par exemple, chez Evolving Web, la personne qui habituellement a la responsabilité de faire les démos, c'est le gestionnaire de projet. Mettons que c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est le gestionnaire de projet qui est le mieux placé pour expliquer puis vulgariser qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire, à démontrer dans la démo. Trouvez la meilleure personne qui parle. Même si faites fi du rôle, faites fi de la responsabilité, ça se peut que vous ayez un QA là, qui est excellent pour parler des fonctionnalités. Donc, choisissez votre meilleur orateur. Puis, dans le fond, dans la démo, assurez-vous d'avoir toujours les bonnes personnes en place. Si vous êtes rendu, par exemple, à démontrer du front, puis que c'est avec le marketing que vous avez développé les maquettes, invitez des gens du front pour comprendre qu'est-ce qu'on vient de livrer. Donc, assurez-vous toujours d'avoir les bons destinataires lors des démos. Enregistrez-les, les démos, et fournissez-les à vos clients. Ça va les aider à, eux, faire leur formation à l'interne également. Donc, en parlant de documentation, une suggestion, c'est vraiment de faire de la documentation adaptée au processus de travail ou à un rôle spécifique.
pouvez être créatif aussi. Donc, au lieu de faire des rencontres ou des présentations normales, faites des ateliers pour impliquer puis pour assurer la participation de tout le monde. À la fin de l'atelier, vous obtiendrez même un artefact pour partager avec l'équipe. La documentation sert aussi à établir une confiance auprès de vos clients. Donc, pour un projet D7 à D10, ça peut être des tables montrant le transfert de données ou un document qui montre l'analyse des modules Drupal pour leur mise à niveau, par exemple. Tantôt, je vous ai parlé d'un plan de changement. Faites-le avec votre client. Asseyez-vous ensemble, déterminez qui sont les parties prenantes. Est-ce qu'on est en train de travailler dans une période de pointe pour votre client? Est-ce qu'il y a déjà du stress à l'interne? Il faut ensemble que vous évaluez le contexte dans lequel vous opérez le changement de D7 à D10. Ça va être vraiment important, en fait, tu peux changer à l'autre slide, d'avoir justement de la documentation partagée avec votre client. Vous pouvez identifier à ce moment-là des gens qui adhèrent peut-être moins au changement. Puis avec votre client, vous allez pouvoir vous donner des trucs. Par exemple, quelqu'un qui refuse complètement d'utiliser D7 à D10. Disons, quelqu'un qui fait de l'entrée de contenu puis qui dit « Moi, Layout Builder, j'haïs ça, puis je ne veux pas travailler dedans. » Bien, vous pouvez ensemble, avec votre client, trouver des manières d'impliquer ce qu'on appelle un détracteur. Vous pouvez trouver des moyens d'impliquer le détracteur dans votre gestion de changement, puis favoriser son adhésion, puis le faire bouger d'une étape à l'autre dans le modèle de Bareil. Finalement, vers la fin d'un projet, on parle souvent de transfert de connaissances. Donc, moi, ce que je suggère de faire souvent, c'est de le planifier de l'avance. Déjà, vers 70% de la fin de complétion du développement, planifiez-le. Ayez des objectifs pour ces sessions de formation-là et aussi ciblez votre public. Donc, assurez-vous d'avoir un bon niveau de complexité pour le public cible. Merci. Oui, bien, c'est ça, on vous a fourni quand même plein d'outils. On espère qu'on aura pu vous aider à trouver des petits insights pour opérer une gestion de changement entre D7 et D10 de façon plus smooth et harmonieuse auprès de vos clients. Puis, ben, Pierre et moi, on est disponibles pour poursuivre la discussion si vous en avez, parce que là, on a surfé quand même vite. Fait que si vous voulez, ben, rejoignez-vous aujourd'hui ou sur LinkedIn plus tard. Merci.